Bonjour, vous écoutez Blamas Podcast. Je suis Leila Lamrani, je suis psychologue spécialiste en thérapie cognitive et comportementale. Bienvenue. Ce podcast est sponsorisé par l'application de rencontre Qais wa Leila pour des relations sérieuses dont je suis la fondatrice. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale, Ophélie. Bonjour Leila. C'est toujours un plaisir de recevoir quelqu'un d'exceptionnel avec des histoires exceptionnelles. Plaisir Ophélie, partagé aussi. ça fait plaisir de te recevoir. Merci pour l'invitation. Ophélie vient initialement de France, ensuite Oui. elle est en Malaisie Oui. et de la Malaisie, elle a décidé d'atterrir et de s'installer au Maroc. C'est ça. Si tu peux te présenter Ophélie avant qu'on puisse aborder notre sujet. Alors, je m'appelle Ophélie, j'ai 28 ans, je suis commerçante et à la fois créatrice de contenu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Ophélie. Ophélie, Les gens me connaissent bienvenue en à toi. En tous les cas, aujourd'hui, nous avons choisi de traiter un sujet où toute cette nouvelle génération va se retrouver. C'est aimer sans se perdre. Pourquoi notre génération confond amour et obsession. Donc, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes disent « je suis amoureuse », mais parfois, ce qu'elles vivent ressemble davantage à de l'attente, de l'angoisse, du contrôle, de la dépendance ou même de l'obsession. On attend un message, on surveille une story, on interprète un silence, on mesure notre valeur à la manière dont l'autre nous répond et petit à petit, sans s'en rendre compte, on commence à confondre l'amour avec l'intensité. Mais une relation saine, ce n'est pas celle qui nous fait perdre le sommeil, ce n'est pas celle qui nous fait perdre notre dignité, ce n'est pas celle qui nous coupe de nous-mêmes. Une relation saine, c'est une relation dans laquelle on peut aimer sans disparaître intérieurement, aimer sans renoncer à son identité, aimer sans devenir dépendant du regard de l'autre. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui avec Ophélie. Bienvenue à toi, Ophélie. Est-ce que tu penses qu'on peut passer des mois, parfois des années, à croire que quelqu'un nous aime, alors qu'en réalité, on est surtout accro à ce qu'il réveille en nous? Bien sûr. Bien Comment? sûr, tu peux distinguer l'amour que tu ressens pour quelqu'un de l'amour, de l'effet que la personne te fait. Tout simplement parce que quand elle arrête de te procurer cet effet, est-ce que tu es toujours attaché à cette personne ou tu vas voir quelqu'un d'autre pour te procurer exactement le même effet? Est-ce que tu as déjà vu des personnes dire je l'aime alors qu'en fait, elles souffrent plus qu'elles ne sont aimées? Ça, c'est la spécialité des femmes, ça. Alors, C'est surtout si les tu femmes peux qui nous font ça. expliquer, parce que je sais que toi, tu abordes souvent le sujet de la relation, de l'amour, Oui. et si tu peux nous donner ton regard par rapport à ça. Pour moi, l'amour, c'est un sentiment sain. Je suis Leila Amrani, psychologue et la fondatrice de l'application Qais wa Leila. Aujourd'hui, ce n'est pas difficile de rencontrer quelqu'un. Mais ce qui est difficile, c'est de rencontrer quelqu'un de sérieux. C'est exactement pour ça que j'ai créé l'application. Ici, les gens ne sont pas là par hasard. Ils savent ce qu'ils cherchent et ce qu'ils veulent. Et si toi aussi, tu en as assez de perdre du temps et que tu veux rencontrer quelqu'un de sérieux avec les mêmes intentions, eh bien, abonne-toi dans l'application Qais wa Leila. Peut-être que ça changera ta manière de rencontrer. Donc, si ce que tu ressens pour cette personne, c'est plus malsain qu'autre chose, c'est de l'anxiété, c'est de l'angoisse, c'est du stress, c'est pas vraiment de l'amour. Et les gens aujourd'hui, malheureusement, ils associent toujours passion à hystérie. Ils n'arrivent pas à assimiler que la passion peut être saine. Pour eux, passion, c'est automatiquement hystérie, problème, stress. Les gens, en fait, veulent ressentir quelque chose, mais ils se disent pas que cette intensité, ils peuvent la ressentir dans un amour sain aussi. C'est tout le temps malsain. Donc au final, c'est pas vraiment de l'amour, c'est plus de la perdition qu'autre chose, je trouve. Et qu'est-ce que tu appelles de l'hystérie? L'hystérie, c'est tout ce qui provoque des sentiments anxieux en toi, de l'anxiété, du stress, de l'angoisse. Une relation, c'est pas censé te procurer ça. La personne, elle est censée être une source de paix pour toi et tu es censé être une source de paix pour elle. C'est ça de l'amour. Si elle te provoque pas de la sérénité, si t'es pas serein d'être toi-même avec cette personne, si tu t'effaces par peur qu'on t'accepte pas,
c'est pas de l'amour. C'est vrai que parfois, certaines personnes, c'est pas la relation en elle-même qui n'arrive pas à quitter, la personne, pardon, en elle-même qui n'arrive pas à quitter, c'est cette relation-là parce qu'ils deviennent addicts à un état émotionnel. C'est ça. Comment tu peux expliquer ça par des situations vécues à travers tes amis, des gens que tu connais? Alors, expliquer, je pourrais pas l'expliquer, je suis pas psychologue. Je pense que c'est dû au traumatisme de chacun. C'est dû au vécu de chacun. Par exemple, une femme qui a vécu dans un foyer où son père, il imposait le chaos, instinctivement, elle connaît que le chaos. Donc, elle va rechercher le chaos dans toutes ses relations parce que c'est un sentiment qu'elle connaît. Même si c'est un sentiment malsain, c'est un sentiment familier. Donc, instinctivement, elle va le chercher. Même si elle pense que c'est ce qui lui plaît, c'est pas ce qu'elle recherche. C'est juste que c'est un sentiment familier qu'elle connaît et elle a plus peur de l'inconnu que d'un malheur connu. On va dire ça comme ça. Est-ce que tu pourrais donner une situation, comme une anecdote, une situation, tu pourrais t'inspirer de quelque chose et, et expliquer ça par une situation réelle, parce que les gens vont se sentir plus proches d'une situation. Alors moi, j'ai déjà entendu des femmes, premier degré, me dire que pour elles, si un homme ne les gifle pas une fois dans leur vie, par exemple, c'est qu'il les aime pas. Oui, mais ça, c'est vrai. Moi aussi, je l'ai déjà entendu. Ouais, C'est étonnant. C'est étonnant, mais peut-être que cette femme, elle a grandi dans un environnement où son père battait sa mère et qu'elle assimile ça à de l'amour. Mais non, c'est pas de l'amour. Et si, à toutes les femmes qui nous écoutent, non, un homme qui lève la main sur vous, c'est pas de l'amour. C'est pas ça de la possessivité, c'est pas ça de la jalousie, c'est pas ça de l'amour. Tu peux éprouver de l'amour envers quelqu'un sans lui nuire ni physiquement, ni psychologiquement d'ailleurs. Oui, Donc complètement. cet état d'esprit, il est très inquiétant. Que des femmes soient intimement convaincues qu'un homme qui les frappe, c'est un homme qui les aime, c'est sa manière à lui d'exprimer son amour, c'est très inquiétant. Oui, c'est vrai que dans les signes, les manières d'exprimer de l'amour, dans toute la littérature, il n'y a pas écrit l'agression physique. Bien sûr, mais au-delà de ça, en fait, c'est la saine nature. Tu le sais intérieurement que c'est pas de l'amour. Il peut être nerveux, il peut être en colère, pas de souci. Mais il n'a pas à lever la main sur toi dans tous les cas. Ni sur toi, ni sur vos enfants, ou peu importe. T'es un homme, va boxer. Exactement. Voilà. Et de manière inconsciente, ces femmes-là vont enregistrer dans leur cerveau, vont associer amour avec agression physique. Exactement. Et tu sais, il y a des musiques aujourd'hui qui, je trouve, aussi poussent un peu à cet état d'esprit. Tu sais, les musiques un petit peu de jeunes actuelles, hystérie, je t'aime, donc t'es à moi, je te frappe, etc. C'est des musiques, c'est des lyrics hein, qu'on peut entendre dans certaines musiques d'aujourd'hui et ça aide pas. Ça aide pas. Mais ça, c'est très grave Ouais, il y a d'accepter plein une de chose facteurs. Il y a plein de facteurs. Ça peut être la musique, c'est un facteur extérieur. Il y a la famille, le vécu, les patterns, les traumatismes. Il y a vraiment plein de facteurs. C'est vrai que la musique, en tous les cas, si elle est adressée à une jeunesse, mais c'est très grave d'associer. Et cette jeunesse qui l'accepte et qui l'assimile dans son cerveau de manière inconsciente, c'est vraiment grave. Alors moi, j'aimerais bien parler aussi du moment de l'attente du message. Tu sais, cette génération qui va attendre un message, pourquoi un simple message qui n'arrive pas peut détruire toute une journée. Moi, j'ai déjà vu ça chez des patientes. Parce qu'elle recherche de la dopamine. Je pense que c'est plus une question hormonale. Elle recherche juste un... Excuse-moi, c'est mon téléphone qui sonne. Je pense qu'elle recherche plus un sentiment qu'autre chose. C'est pas le message en lui-même qu'elle veut. C'est juste la joie de le recevoir. C'est même pas le message en lui-même ni de la personne. Elle pense que c'est ça, mais c'est vraiment qu'une question d'hormones. C'est vraiment ce que le cerveau développe, l'adrénaline, l'addiction à ce message, mais c'est ni le message en lui-même, ni la personne en question. Parce que souvent, tu vas voir des femmes, elles vont devenir très calmes dès qu'elles envoient un message et que le partenaire répond. Et de la même manière, l'homme aussi. Et que quand la personne ne répond pas, ça devient
un moment d'anxiété très intense. Mm. Et jusqu'à parfois, des personnes vont consulter. Moi, j'ai vu une patiente qui consulte parce que son mari, qui est son époux, elle s'est mariée avec lui, D'accord. ne lui répond pas ou lui répond par un émoticône. Et pour elle, c'est pas suffisant puisqu'elle lui a dit une belle phrase. Ça, après, les hommes, ils expriment pas leur amour de la même manière que les femmes. Ça veut pas dire qu'ils t'aiment pas pour autant. S'ils se sont mariés, c'est qu'il est quand même amoureux de cette femme, enfin, j'espère. Et ça, pour le coup, c'est plus à la femme de faire un travail sur elle-même que l'homme en question. Parce que nous aussi, on a des attentes. Des fois, on a des attentes vraiment extravagantes et on oublie que les hommes et les femmes, ils fonctionnent pas de la même manière. Nous, on est très attachés à tout ce qui est compliment. Mais les hommes, c'est pas leur seule manière d'exprimer leur amour. Ils peuvent l'exprimer de différentes manières. Il peut ne pas te complimenter, mais par exemple te ramener un bouquet de fleurs ou faire une action pour toi sans forcément te dire qu'il t'aime. Donc au final, tu veux entendre qu'il t'aime ou tu veux qu'il te prouve qu'il t'aime? Ou les deux. Et c'est quoi une action? Parce que il y en a qui ne sont ni dans les cadeaux, ni dans la parole. Et qu'est-ce que ce serait pour toi quoi une action? Pour moi, déjà, une relation saine, le meilleur cadeau qu'un homme puisse faire à une femme et vice-versa, c'est que la personne puisse se sentir elle-même. Même s'ils ont des différends, des conflits, que la personne sache que c'est pas parce qu'ils sont en désaccord que ça va créer le chaos ou une dispute. Je veux rester moi-même avec toi, je veux que tu restes toi-même avec moi et on s'aime comme on est. Donc déjà, le plus beau cadeau, c'est d'accepter la personne telle qu'elle est. Après, ça peut être par exemple une femme qui cuisine le plat préféré de son mari, et ça peut être un mari, sans forcément l'aspect financier, un mari qui t'aide dans une tâche. T'as un problème, il te le règle. Voilà, et ça nécessite pas forcément d'argent. Je sais pas, il y a quelque chose qui est cassé, que tu as cassé. Pour toi, je sais pas, un lisseur, un sèche-cheveux, il te le répare, ou à la limite, il t'en achète un autre, mais il fait l'effort de faire des efforts pour toi. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi parce que chacun a sa manière d'exprimer ses émotions, son amour. Exactement. Et que parfois, je dis même, si tu as besoin qu'on te change une ampoule, ben, il vient te la changer. C'est de l'amour, Voilà, exactement. Ouais. c'est de l'attention. Mm. Pour que tu te regardes mieux dans ton miroir devant ta commode ou bien devant pour te maquiller. Mm. Tout ça, c'est beaucoup d'attention et beaucoup d'amour. C'est la même chose. Donc, on va dire que parfois, quand l'humeur dépend d'une notification, ce n'est plus seulement de l'amour, c'est une dépendance émotionnelle. Qu'est-ce qu'on appelle une dépendance émotionnelle? Aujourd'hui, on parle beaucoup de dépendance et Ouais. d'attachement dépendant, de l'amour dépendant, d'un attachement anxieux. Pour moi, hein, je suis pas psychologue encore une fois. Mais moi, je sais que tu n'es pas C'est psychologue. voilà, non mais je précise, on sait jamais. Non, je suis m'attribue la pas psychologue. voilà, Tu es devant la psychologue, voilà. t'inquiète. Je m'attribue Je pas un titre recadrerai que j'ai s'il pas. y a quoi que ce soit. Donc voilà, tu te mets à l'aise et tu t'exprimes parce que moi j'ai besoin de ton avis parce que je pense que tu as une belle vision par rapport à tout ça. Pour moi, la dépendance, c'est quand ta vie et ton humeur tournent autour de quelqu'un. Ça va pas être le cas. Cette personne, elle doit faire partie de ta vie, c'est une partie de ta vie, c'est pas ta vie entière. Et ton humeur, elle doit pas dépendre des actions de cette personne. Tu es responsable, à un moment donné, tu es responsable de ta propre personne. Donc il y a des femmes hein, qui en souffrent, mais j'ai l'impression que notre génération, elle fait de plus en plus de travail sur elle-même. Justement, on veut plus reproduire les mêmes schémas. Aujourd'hui aussi, on a plus d'outils pour se soigner. Peut-être que les anciennes générations n'avaient pas tout ce qui est psychologue, tout ça. Donc, attends 2 secondes, je vais éteindre le téléphone. Donc oui, pour moi, c'est vraiment la dépendance, c'est quand ta vie et ton humeur tournent autour de quelqu'un, et ça a pas existé, tant du côté des hommes que des femmes. C'est chacun sa vie. Tu fais partie de ma vie, je fais partie de la tienne, mais tu n'es pas ma vie en entier. Et que tu sois là ou pas, je vais continuer et mon humeur n'a pas à dépendre de toi. Et donc ça c'est un travail. Et comment une personne peut faire ce travail si Bah, déjà déjà, dans son enfance elle a des insécurités. En fait, elle est née avec des insécurités et ça c'est plus fort qu'elle puisque elle est née avec des abandons, elle est née avec des...
Bah déjà, l'acceptation, le fait de le reconnaître, c'est déjà un grand pas. Il y a beaucoup de gens qui reconnaissent pas leur pattern, leur traumatisme, et c'est pour ça qu'ils les guérissent pas, parce qu'ils estiment qu'ils en ont pas. Donc le reconnaître. Après, peut-être consulter un psychologue, peut-être faire de la méditation, pour les croyants s'en remettre à Dieu. Il y a pas de recette magique. Le principal, c'est que tu t'en rendes compte et que tu fasses les causes pour te soigner. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, quand même, ça rend fou beaucoup de gens dans le sens dont on parle là maintenant. Mhm. C'est-à-dire que est-ce que les stories, les vues, est-ce qu'il m'a liké, est-ce qu'elle m'a liké, est-ce qu'elle a vu, est-ce qu'il n'a pas vu, les dernières connexions ont transformé l'amour en surveillance permanente. Ouais, ça a pas aidé. Ça a pas aidé, ça a transformé, comme tu as dit, l'amour en surveillance permanente, ça a créé des critères soit quasiment inatteignables, soit inhumains. Enfin, moi j'ai déjà entendu, oui, s'il te répond pas pendant 1 heure, ou elle te répond pas pendant 1 heure, c'est qu'elle va voir quelqu'un d'autre. Enfin, non. Toute une journée, bon, c'est différent. Qu'une personne te réponde pas toute la journée, je conçois que ça énerve. Mais 1 heure ou 2, les gens, ils sont occupés, ils travaillent, ils ont leur vie, ils sont occupés. Donc ça, là-dessus, c'est ça quand je te dis que ça a créé vraiment des critères qu'il n'y a pas à voir, en fait. C'est chacun a sa vie. Les gens, ils sont occupés, tout simplement. Mais c'est plus rassurant d'être avec quelqu'un qui est occupé, qui n'est pas là à te répondre juste quand tu envoies un message, Mm. qu'une personne qui va te répondre juste quand elle reçoit un message. C'est pas normal, parce que ça veut dire qu'elle est sur son téléphone, elle n'a pas une autre activité que son téléphone. Ah, mais c'est ça, mais quand je te dis, les femmes, en fait, elles veulent un homme qui travaille, mais un homme qui travaille pas trop, comme ça, il garde du temps pour elle. Mais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vraiment tu veux un homme qui travaille entreprenant, qui a des bons revenus, etc., il peut pas être à ta disposition toute la journée. C'est pas possible. C'est pas possible. Un homme à ta disposition, Comment ça? c'est un homme qui est à ta disposition toute la journée. Moi, ça m'inquiéterait. Exactement, c'est il a pas d'activité, donc non merci. Exactement. Il a une activité, c'est d'être dans la séduction. Oui, peut-être, mais en tout cas, un homme qui répond toute la journée, déjà, il a pas de travail. C'est certain. Voilà. Donc après, voilà, les femmes font ce qu'elles veulent. Si elles veulent se mettre avec des hommes sans emploi, c'est leur problème. Mais Non, chacun fait ce qu'il veut, mais comme tu as dit tout à l'heure, on ne peut pas vouloir quelqu'un qui travaille, quelqu'un d'autonome, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui prenne en charge certaines choses, et en même temps vouloir qu'il nous réponde à exactement, chaque message en même temps et qu'il soit disponible tout le temps. exactement. C'est complètement opposé. Alors pourquoi ces personnes cherchent tout le temps, à ton avis, des preuves d'amour dans des détails qui vont détruire ces personnes? Je pense que les gens ces gens en question n'ont pas confiance en eux. Vraiment en tout aspect. Ils aiment pas leur propre compagnie. Ils n'ont pas confiance en eux, peut-être physiquement parlant ou en termes de caractère. Et du coup, ils cherchent toujours l'approbation de quelqu'un, soit quelqu'un en particulier, soit des gens de manière générale. Et ils n'arrivent pas à trouver la paix tant qu'ils n'ont pas été approuvés par d'autres personnes. Donc au final, les perdants dans l'histoire, ceux qui en souffrent le plus, c'est eux. Ils ne sont pas attachés à une personne en particulier, ils sont attachés vraiment à une émotion, à un sentiment, à de la reconnaissance. Mais c'est pas la personne en elle-même. Ça peut venir de n'importe qui, ils ressentiront exactement la même chose. Exactement. Donc cette personne, elle cherche cette émotion-là qui va la Mm. nourrir. Ouais. Elle est nourrie par cette émotion-là. Mm. C'est difficile. C'est difficile, mais ça se soigne. Ça se soigne. Comment travailler, selon toi, la confiance en soi? Déjà, passer plus de temps seul. Les gens sont tout le temps entourés. Ils ont tout le temps besoin des gens pour faire n'importe quoi, aller manger, aller au cinéma. Ils n'arrivent pas à être seuls, ils n'aiment pas être seuls. Donc la première étape, je dirais que c'est d'apprécier sa propre compagnie. Va faire des activités seul, va te promener seul, va au cinéma seul, va au restaurant seul. Il y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Tu seras ta meilleure compagnie. Donc déjà, apprécier du temps avec soi. Euh, les affirmations positives aussi, ça aide beaucoup. Je sais que parfois c'est mal vu.
le fait que des gens parlent seuls ou devant un miroir, etc. Non, ça aide parce que ton cerveau, il va imprégner les compliments que tu fais de toi. Et tu sais, il faut 3 compliments pour enlever un défaut, on va dire. Quand on te fait une mauvaise remarque, il faut 3 compliments pour que ton cerveau, il efface la mauvaise remarque. Donc, complimente-toi, passe du temps seul, apprécie ta propre compagnie, prends soin de toi aussi, tant homme que femme, hein, prends soin de toi physiquement, va au coiffeur, va te faire belle, maquille-toi, et j'en passe. Mais c'est important de prendre soin de soi. En fait, tu peux pas exiger que quelqu'un t'aime si toi-même tu t'aimes pas. C'est pas possible. Et la personne, elle va le ressentir. Les énergies, ça se ressent. Donc quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, ou en lui, si c'est un homme, ça va se ressentir. Et du coup, si tu t'aimes pas, comment tu veux qu'on t'aime si toi-même tu t'aimes pas? C'est vrai que c'est difficile. Mm. Si tu n'es pas en accord avec toi-même, si tu n'arrives pas à rester seul, si tu ne t'apprécies pas, Mm. tu ne peux pas donner la place à l'autre pour qu'il t'apprécie. Exactement. Et le moment que je me suis perdue, parfois, il y a des gens qui vont vous dire, je me suis perdue, je ne sais pas comment me retrouver. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire ça? Perdu? Perdue parce que la personne ne se retrouve pas avec elle-même. Et à quel moment on peut réaliser qu'une personne s'est perdue? La personne, elle va le réaliser d'elle-même quand elle va atteindre un point de sa vie où elle en pourra plus. Elle se dira, ça y est, je veux changer. Et c'est possible. C'est possible. Il y a des gens qui reviennent des fins fonds des ténèbres, hein. Il y a des gens qui reviennent d'addictions très, très difficiles à arrêter, l'alcool, et j'en passe. Et aujourd'hui, ils s'en sont sortis et le chemin a pas été de tout repos, il a été compliqué. Et ben, pour tout ce qui est traumatisme émotionnel, c'est pareil. Ça se soigne. C'est difficile, mais tout est soignable. Avec de la volonté, tout est soignable. D'accord, donc à quel moment cette personne va réaliser qu'elle n'est plus en train d'aimer lorsqu'elle est perdue ou qu'elle s'est oubliée dans cette histoire? Alors, est-ce qu'il y a un point culminant? Je ne sais pas. Mais la personne, à un moment donné, quand elle va répéter à chaque fois les mêmes schémas dans toutes ses relations, à un moment donné, elle va se remettre en question. Parce que, ok, une fois c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel, mais si à chaque fois ça ne marche pas pour exactement les mêmes raisons, c'est que le problème il vient de toi. Et c'est à ce moment-là qu'elle aura cette introspection de vouloir changer. Ça, c'est important parce que lorsque tu parles de schéma, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre cette histoire d'histoire qui se répète. Mhm. Et inconsciemment, elles ne savent pas ou bien ils ne savent pas, la personne, on va dire, ne sait pas qu'elle va chercher la même personnalité, le même style de personne. Et c'est pour ça que l'histoire se répète. Ouais. Comment ça se fait qu'une personne va chercher la même personne, le même style? Qu'est-ce qui se fait que? Parce que les gens préfèrent une douleur familière qu'un bonheur inconnu. Ils préfèrent être dans une situation qu'ils n'aiment pas mais qu'ils connaissent, donc ils savent la finalité de la situation, qu'un bonheur inconnu, parce que l'inconnu ça fait peur, même s'il est positif. Ça fait peur. Donc, ils vont aller nulle part. Tant qu'ils voudront aller nulle part, mais si à un moment donné ils en ont marre, à un certain stade de leur vie, de toujours refaire les mêmes schémas avec les mêmes personnes, d'attirer les mêmes personnes, qui se disent bon ça y est, je veux quelque chose de nouveau, soit parce qu'ils sont épuisés, hein, psychologiquement parlant, émotionnellement parlant, ils sont épuisés de ce genre de relation, ils vont vouloir faire le travail sur eux-mêmes. Mais tu pourras jamais faire le travail pour quelqu'un. Si la personne ne veut pas se remettre en question, tu auras beau lui expliquer par A plus B ce qui va pas, ça change rien. Il faut que le travail vienne d'elle-même. Tu as déjà rencontré des copines à qui tu as conseillé, bon, tout le monde en a eu autour, en tout cas. Oui. Tu as conseillé, tu lui as expliqué comment ça se fait, la démarche, qu'est-ce qui se passe chez elle. Elle dit oui, ça ventile, c'est-à-dire que tu deviens comme un ventilateur qui raconte, mais... Ouais, mais même je reçois ce genre de messages, hein. Des femmes qui me disent que leur conjoint les a trompées. Elles les ont pardonnées. Il a recommencé. Elles les ont encore pardonnées. Moi, je leur dis, mais pourquoi tu veux qu'il arrête? Pourquoi tu veux qu'il arrête? À chaque fois, tu le pardonnes. Mais moi, à sa place, je ferais pareil.
Tu recommences une situation, tu sais que la personne, à chaque fois, elle va te pardonner, qu'il n'y a rien qui va changer, qu'elle va t'accepter comme t'es, qu'elle va pas te mettre d'ultimatum, elle va pas poser de limites. Donc moi, si tu me poses pas de limites, enfin, c'est pas propre à moi, c'est l'être humain. L'être humain, si tu lui poses pas de limites, il va voir jusqu'où tu vas résister. Et vice-versa pour les hommes, c'est pareil. Sauf que les hommes, ils n'ont pas les hommes, ils ont pas cette facilité à pardonner la tromperie que les femmes ont. J'ai jamais vu un homme pardonner la tromperie d'une femme. Jamais. Par contre, j'ai déjà vu plein de femmes pardonner la tromperie d'un homme. Donc si tu le pardonnes une fois, deux fois, 10 fois, 15 fois, pourquoi tu veux qu'il arrête? Ça change quoi à sa vie qu'il arrête ou pas? Il a aucune conséquence à ses actes. D'accord, tu as bien raison. Donc la répétition, les limites sont importantes. Hmm. Les limites, les poser des limites. Comment une personne peut poser les limites? Parce qu'on va dire que les limites se posent avant Hmm. la chose la plus grave. Hmm. C'est pas au moment qu'il y a une chose grave qu'on pose des limites. Dans une relation, les limites s'installent dès le début. Hmm. Et peut-être au fur et à mesure également. Comment tu peux expliquer ça? Comment installer des limites dès le début par rapport à tous les messages que tu reçois? De quoi on parle exactement par rapport aux limites? Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens? Mais en fait, déjà, tout le monde a des limites. On a tous des limites, mais certaines personnes ont peur de les imposer par peur de perdre la personne avec laquelle elles sont. Elles préfèrent la personne avec laquelle elles sont que leurs limites. Sauf que une personne qui t'aime réellement, justement, elle va t'aimer parce que tu as des limites. Donc au final, c'est un cercle vicieux. Complètement. Parce que tu as des limites. Au final, c'est un service. Donc, Il faut rester ferme sur ses appuis, quitte à avoir peur de perdre la personne. Si cette personne, elle est faite pour toi, dans tous les cas, justement, elle va respecter tes limites, elle va t'aimer davantage parce que tu en as posé. Et quand est-ce qu'on commence à trahir ses valeurs? Quand tu commences à accepter ce que tu t'étais juré de jamais accepter, tu acceptes une petite chose, deux, trois, au final après tu acceptes tout. Et donc la personne en face, pourquoi tu veux qu'elle s'impose elle-même des limites que tu as toi-même pas imposées? Les gens, ils nous doivent rien. Tout le monde n'a pas d'éthique, tout le monde n'a pas de respect, tout le monde n'a pas de croyance. Il faut arrêter de croire que les gens sont corrects. Il y a des gens pas corrects, mais c'est à nous d'imposer à ce qu'ils soient corrects avec nous. D'accord. Et quand on touche les valeurs, quand même, c'est quelque chose de très important, les valeurs. Mhm. Est-ce que tu as déjà connu dans tes réseaux quelqu'un qui va te parler de on m'a touché mes valeurs, mais j'ai quand même continué? Valeur à proprement parler, je sais pas, mais il y a des femmes qui ont accepté des choses. Même elles, quand elles le disent à haute voix, elles se rendent compte que c'est n'importe quoi. Et si tu leur dis la même chose pour toi, ce qui t'est arrivé alors que c'est la même situation qu'elles, elles vont te dire mais t'es folle, pourquoi t'as accepté ça? Alors qu'elles, elles acceptent. Parce qu'on est jamais objectif avec nous-mêmes. On n'est jamais objectif avec nous-mêmes, on se dit toujours que nous, c'est pas pareil, la personne, elle est différente, c'est une histoire particulière. Non, c'est le même foutoir chez tout le monde, c'est le même bazar chez tout le monde, c'est les mêmes problèmes de relation chez tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Et c'est quoi ce problème de relation qui se répète chez tout le monde, que les gens ne voient pas chez eux et voient chez l'autre? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? C'est accepter des choses que si ta copine te dit que son copain lui a fait ça, tu vas lui mettre une tarte. Mais toi, tu acceptes ça pour toi parce que tu dis oui, mais moi, c'est pas pareil, c'est différent. Non, c'est pareil. C'est exactement pareil. Le manque de respect, il est chez tout le monde, il est inacceptable chez tout le monde. Et tout le monde doit poser ses limites. Sauf que maintenant, les gens, ils ont plus peur de poser des limites que de se perdre eux-mêmes. Comment ça se fait? Peut-être le désir d'amour, tu sais, depuis tout petit, on a appris aux femmes le conte de fées, le prince charmant, la princesse. Oui, mais ça, c'est dans les Disney. C'est dans les Disney. Dans la vraie vie, il y a des hommes qui t'aiment, c'est pas un souci, et toi aussi tu peux aimer un homme. Mais ce sera pas une relation princesse Disney, il va vaincre des armées pour toi. Il a son passif, il a sa vie, t'as ta vie, t'as ton passif. Faut essayer de trouver une certaine cohésion entre les deux et avancer ensemble. Mais tu peux pas
Tu peux pas être avec quelqu'un et le formater à ta façon. C'est une personne à part entière qui a ses traumatismes aussi, son vécu aussi, ses habitudes aussi, son vécu familial aussi. Donc tu acceptes cette personne comme elle est, et elle va t'accepter comme tu es aussi. Après, le but, c'est d'avancer ensemble et de s'améliorer. Mais tu peux pas prendre quelqu'un et lui dire, je veux que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, exemple tout bête, tu vois. Il y a des hommes, ils se mettent en couple avec des femmes qui s'habillent court. Chacun fait ce qu'il veut. La femme, elle s'habille court. Tu l'as connue, elle s'habillait court. Pourquoi, maintenant que tu es avec elle, tu lui imposes de changer de vêtements? Pourquoi t'as pas pris une femme directement qui s'habille comme tu aimes? C'est vrai que ça arrive très souvent. Bien sûr, bien sûr. Et pareil pour, par exemple, une femme qui se met en couple avec un homme, elle le sait qu'il a trompé ses ex. Elle le sait. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? S'il te trompe, toi, qu'est-ce qui fait qu'il va pas te tromper, toi? Il a trompé toutes ses ex. Et puis ses ex aussi, c'était des femmes bien, des femmes loyales, des femmes qui sont occupées de lui, comme toi tu fais avec lui. Donc pourquoi tu es outré qu'il te fasse la même chose qu'à ces femmes? Tu le savais déjà. En fait, j'entends souvent ça parce qu'elles pensent que leur histoire est exceptionnelle et qu'elles sont différentes de l'autre. Ouais. Elles rentrent pas dans... Elles se posent pas à la limite de, justement, une règle. Et les limites est de se dire, eh bien, finalement, je gagnerais à remettre en question cette personne parce que elle ne respecte pas déjà les limites. Et c'est déjà avec elle-même, elle ne se respecte pas. Donc, elle va respecter aucune autre personne. Bah, ce qui perd les femmes, c'est qu'elles croient qu'elles sont l'exception à la règle. Et je m'inclus dedans, hein. Je suis une femme aussi, je m'inclus dedans. Sauf que maintenant, j'ai plus cet état d'esprit-là. Parce que c'est ce qui cause ta perte, en fait. Si tu crois que tu es l'exception à la règle avec un homme, il va te montrer que pas du tout. Que ce qu'il a fait avant, il va le faire avec toi. Et quand bien même il te marie, ce que tu veux, hein, on change pas sa vraie nature. Pareil, du côté des hommes que des femmes. Pareil. Donc, il faut accepter les limites et accepter les règles de la vie. Voilà. Ne pas penser qu'on est exceptionnel. Tu es exceptionnel dans ta personne. Chacun a sa spécificité, Bien sûr. chacun a son caractère qui le rend unique. Mais il ne faut pas s'aventurer dans une relation avec quelqu'un en te disant que tu vas être l'exception à la règle de toutes ces relations passées. Voilà. Tu es unique en ton genre, mais la relation que tu vas vivre avec cette personne, elle ne sera pas unique. Exactement. Et le but, c'est pas forcément qu'elle soit unique, c'est qu'elle soit harmonieuse et saine. Et c'est quoi une relation harmonieuse et saine? Ça pourrait être quoi? Parce que les gens ont des difficultés à comprendre ce que c'est une relation saine, harmonieuse, avec entre ce qu'ils ont envie de ressentir, ce qu'ils voient sur les réseaux, ce qu'on leur dit, ils sont perdus. Une relation saine, pour moi, hein, c'est une relation où tu te sens en sécurité émotionnelle. Tu sais que, tu sais que tu vas pouvoir exprimer tes émotions à cette personne, qu'elle va pas les bâcler, qu'elle va pas les sous-estimer, qu'elle va les prendre en compte et qu'elle va adapter à sa manière, pas à la tienne, son comportement vis-à-vis de toi. C'est une relation où tu peux te permettre d'être toi-même, où tu peux te permettre de t'exprimer, où tu n'as pas peur de montrer qui tu es, où tu t'effaces pas, où tu es accepté et aimé en tant que toi, pas en tant qu'un rôle que tu joues. C'est toi. Exactement. Et l'intensité qui attire plus que la paix. On va souvent voir qu'il y a certaines personnes qui vont être plus attirées par cette intensité, ce besoin de nourrir l'intensité, que, que ressentir la paix. Il y en a à qui ça fait peur, la paix. La paix, ça leur fait peur et elles pensent qu'elles s'ennuient, elles ne sont pas aimées, ou là, il s'ennuie, il n'est pas aimé. Mais l'intensité, ça peut être sain. Les gens associent toujours intensité et passion à une relation malsaine. L'intensité, la passion, ça peut être sain. Quand tu es avec quelqu'un de bien, qui te fait te sentir bien, justement, ta passion, c'est de te dire comment je vais entretenir cette flamme, cette bonne flamme saine, comment
Je peux me surpasser pour cette personne. Comment cette personne, elle peut se surpasser pour moi? Vous pouvez être une source de motivation l'un pour l'autre. C'est sain. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de cassage de téléphone, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas d'anxiété. Ça peut être sain. Et d'ailleurs, une relation saine, elle est beaucoup plus difficile à tenir qu'une relation malsaine. C'est une relation saine qui te met à l'épreuve, c'est pas une relation malsaine. Pourquoi une relation saine te met à l'épreuve? Parce que là, tu n'auras plus l'excuse des émotions, tu n'auras plus l'excuse de l'hystérie. Là, vraiment, tu vas devoir faire un travail sur toi-même, de te dire, je suis avec quelqu'un de bien, même si c'est la première personne que tu rencontres avec qui tu es bien. Et justement, tu vas devoir entretenir cette relation où tu te sens bien et tu vas devoir faire te sentir bien, se sentir bien cette personne aussi. Donc c'est un travail sur soi qui, je trouve, est plus difficile que l'hystérie, les cris. Parce que ça, c'est facile. L'hystérie, les cris, je viens en bas de chez toi, on se dispute. C'est facile. C'est facile et c'est nuisible. Alors qu'une relation saine, elle te met vraiment à l'épreuve parce que déjà, tu sors de ta zone de confort, surtout si tu es habitué à des relations malsaines. Donc tu dis, waouh, là, je suis avec quelqu'un de bien. Qu'est-ce que je dois faire pour maintenir ça? J'ai pas l'habitude, donc qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ça qui va te challenger. Et c'est ça la passion saine pour moi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Dans une relation saine. Ben oui, parce que quand tu sors d'une relation où tu es habitué à l'hystérie, aux intensités malsaines, on va dire, parce qu'il y a de l'intensité saine, Mm. et tu te retrouves dans un calme à gérer, et que tu n'as pas l'habitude. Bah encore une fois, c'est un travail sur soi. Tu te dis, bon, là, c'est une situation que je connais pas, mais que j'ai voulu. Parce que les femmes dans les situations malsaines, elles veulent être, en tout cas, elles le disent hein, à voix haute qu'elles veulent être dans une relation saine. Maintenant, tu y es. Comment tu fais pour l'entretenir? Bah déjà, c'est pas recommencer tout ce que tu as fait dans les relations malsaines. C'est apprendre à gérer tes émotions, apprendre et reconnaître que la personne avec qui tu es, elle est différente de toi. C'est pas ta copie, elle est différente de toi, elle ressent les choses différemment. Peut-être que toi, ce qui t'impacte, ça l'impacte pas. Peut-être que toi, ce qui t'impacte pas, ça l'impacte. Ça peut être un mot, un geste, quelque chose. Tu sais, par exemple, des fois, les hommes, ils font des réflexions, ils disent des choses aux femmes et nous, on voit pas le mal. Tu vois, quand il nous dit, par exemple, un homme qui te dit, va pas là-bas. Nous, en tant que femme, on se dit, mais on voit pas le mal. Mais lui, il a vu un mal. Et par exemple, une relation saine, c'est de pas chercher pourquoi. Il a vu un mal, je suis bien avec cette personne, je respecte son choix, je vais pas là-bas. Parce que lui, il a vu un mal, même si moi, je l'ai pas vu. Et pourtant, il y a des personnes, et elles ont le droit, et certaines personnes veulent vivre elles-mêmes leur expérience pour découvrir et ressentir ce mal dont tu parles. Ouais. Mais tu sais, il y a des choses, vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Il y a des situations, c'est mieux de pas s'y retrouver. Hein. Et il y a même d'autres personnes qui ont fait l'expérience pour nous. J'ai pas besoin de fumer pour savoir que fumer, c'est nuisible. Oui, ça c'est sûr. Malheureusement, il y a des personnes qui ont fait l'expérience pour moi. Non, tu parles de fumer, c'est clair. Fumer, c'est scientifiquement prouvé. C'est écrit dans toute la science. Bah, les émotions, c'est pareil. Les émotions, c'est pareil. Il y a des situations où tu vois le monde qui t'entoure, tu vois les femmes, je vais pas dire les erreurs, mais tu vois leur parcours. Et il y a même des femmes qui en témoignent justement pour faire de la prévention, pour éviter à d'autres femmes d'être dans cette situation. Écoute ces femmes. Des exemples de situations? Exemple, une femme qui a fait un enfant avec le mauvais homme. Il y a des femmes qui en parlent, il y en a plein. Et c'est bien, je trouve que c'est bien qu'elles en parlent. Parce que déjà, elles reconnaissent. Et elles ont toutes ce point commun. C'est qu'à chaque fois que j'entends une femme témoigner qu'elle a fait un enfant avec un homme, pas avec la bonne personne, elles disent toutes, les red flags, ils étaient présents depuis le début et je les ai ignorés. Tu vois? Donc toi, t'écoutes ça. T'es avec un homme. Tu vois les red flags qu'il a, prends-les en compte. Ou sinon, tu vas te retrouver dans la même situation que cette femme. Et cette femme, elle pensait pas se retrouver dans cette situation aussi. Elle aussi, elle pensait avoir trouvé un homme exceptionnel, la perle rare, l'homme qui lui convient. Non. Elles ont toutes ce point commun. À chaque fois, c'est j'ai fait le choix sciemment d'ignorer les red flags et aujourd'hui, j'en paye le prix. Donc écoute. Elles te disent ça pour ton bien, ces femmes. Elles te disent pas ça pour te décourager. Mais encore une fois, faut pas croire que la personne avec qui tu es ou que toi, t'es l'exception à la règle.
Les émotions, c'est les mêmes chez tout le monde. Les réactions, c'est les mêmes chez tout le monde. Les problématiques, c'est les mêmes chez tout le monde. On n'a pas de... Et les réseaux sociaux, c'est ça que j'aime bien avec les réseaux, c'est qu'en fait, maintenant, on peut partager la joie, mais on peut partager la peine aussi. Donc, quelqu'un qui souffre de quelque chose, il va plus se dire qu'il est seul ou qu'elle est seule à ressentir ça. Donc, ça, je trouve que c'est le bon côté des réseaux, c'est que on est tous dans la même galère, entre guillemets. Tu vois, quelqu'un qui souffre, qui se dit, bon, je suis le seul à vivre ça, hop, il tape sur Internet sa problématique, sur les réseaux, il va voir plein de personnes témoigner de ça aussi. Donc ça, c'est le côté positif des réseaux, je trouve. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, ce que tu dis est complètement vrai parce que souvent, ces femmes-là n'ont pas envie de perdre les émotions tout en sachant qu'il y a les red flags et qu'elles ont bien vu qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais pour elles, quand elles mettent la balance, les émotions ressenties sont plus importantes pour elles que les red flags. Elles préfèrent reporter à plus tard la problématique qui est en train d'arriver. Après, tu sais, il y a des gens, hommes comme femmes, il y a des gens qui savent qu'ils foncent dans le mur, mais ils veulent quand même y foncer pour voir comment ils vont se relever de cette situation. Il y a des gens qui ils savent qu'ils vont souffrir dans une situation, ils veulent juste voir comment ils vont se relever. Est-ce qu'ils vont s'en relever et comment ils vont se relever? C'est une sorte de défi personnel, de challenge intérieur. Et dans la répétition. Pas forcément dans la répétition, mais il y a des cas où, homme comme femme, tu sais, l'instinct, faut écouter son instinct. Hein. On n'a pas un instinct pour rien, il faut l'écouter. Hein. Donc, tu veux l'ignorer une fois, deux fois, trois fois, va falloir en payer le prix après. Mais tu auras eu cette intuition qu'il va y avoir un problème dans cette relation. Tu as juste fait le choix de ne pas l'écouter. Oui, le choix. Bah, la vie, c'est que des choix. Hein. C'est des choix. Hein. Et nous sommes responsables de nos choix. Exactement. Moi, j'incite les femmes à prendre leurs responsabilités. C'est pas toujours la faute des hommes. Bon, il y a plein de choses, c'est la faute des hommes. Mais dans le relationnel, c'est pas toujours la faute des hommes. On peut pas toujours les blâmer. Non. Si tu recommences le même schéma à chaque fois avec le même type d'homme, à un moment donné, il faut te remettre en question. Mais surtout si tu sais comment l'homme fonctionne. Tu le sais que ça va se passer comme ça. Donc pourquoi tu recommences une situation où tu connais la finalité? Avec le même style d'homme, exactement. Le même style d'homme. Souvent, elle ne se rend pas compte qu'elle va chercher le même style et qu'elle rentre dans la répétition. Ce n'est pas la faute de l'homme, hein, parce que de toutes les manières, de manière inconsciente, tu attires un certain style d'homme parce que c'est ce que tu cherches. Oui, mais en tant qu'adulte, à un moment donné, on a des responsabilités et c'est à nous de faire le choix, de vraiment choisir qui on veut attirer ou pas. Et ça se travaille. Et tu sais, les énergies, ça ment pas. Les énergies, ça ment pas. Il y a des femmes qui attirent un certain type d'homme et qui n'attirent absolument pas un autre type d'homme. Parce que ça se ressent. Ça se ressent dans les énergies, dans l'aura, dans le charisme, dans la manière de se comporter, de se présenter. Donc, si tu attires toujours le même type d'homme, c'est qu'il y a quelque chose que tu dégages qui attire ces hommes-là. Donc c'est à toi de faire ce travail pour éradiquer cette chose. C'est pas à eux. Eux, c'est un aimant. Mais c'est à toi de faire le travail. Complètement. Je suis complètement d'accord parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va attirer autre chose. Et donc, si toi, tu décides d'aller vers un autre style de personnalité, de partenaire, donc tu changes. Donc, tu ne vas plus regarder un certain style de partenaire. C'est ce qui va faire que tu vas changer de direction. Mais si tu es toujours dans l'énergie de ce genre de partenaire, ben, tu ne vas pas regarder forcément le bon partenaire, entre guillemets, qui n'a pas les red flags, parce que tu n'es pas disponible pour ça. Oui, exactement. Ni disposé pour ça. Tu as encore cette fragilité qui attire l'autre et toi-même, tu es toujours attiré par cet autre parce que tu n'es pas encore prête à perdre certaines choses pour gagner autre chose. Tu es toujours attiré par ce gain-là
ce choix, donc ce gain, parce que tu gagnes. On n'est pas, même dans les situations les plus compliquées, les plus difficiles, c'est que tu as un plaisir, il y a un bénéfice secondaire à la situation. Tu n'es pas là par hasard. Hein. C'est parce qu'il y a un plaisir. Ce plaisir, peut-être que tu le reconnais ou que tu ne le reconnais pas, mais en tous les cas, quand tu ne passes pas de l'autre côté, c'est que tu n'es pas encore prête à le perdre. Moi, je pense vraiment que les gens, ils se confortent dans ce qu'ils connaissent déjà. Je suis vraiment intimement convaincue que les gens préfèrent un malheur familier qu'un bonheur inconnu. Ils préfèrent une tristesse qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà vécue, ils savent comment la gérer, qu'un bonheur qu'ils ne savent pas comment gérer. Ils ont peur de ça. L'inconnu, ça fait peur. Et en fait, tant que tu vas te complaire dans ta situation que tu connais, certes, mais qui te rend malheureux ou malheureuse, tu ne pourras pas avancer. Et une fois que tu fais le travail sur toi, après, tes critères, automatiquement, ils vont s'élever. Donc, tu voudras fréquenter que des gens qui ont fait le travail sur eux-mêmes aussi. C'est pour ça, des fois, quand j'entends des gens dire « Ouais, lui, il a trop de critères » ou « Elle, elle a trop de critères », non, parce que peut-être que cette personne, elle part d'une base très compliquée. Peut-être que cette personne, elle n'avait pas confiance en elle, elle avait des problèmes émotionnels, physiques et j'en passe. Elle a fait le travail sur elle-même, pardon, pour être la meilleure version d'elle-même, justement. Donc, elle exige quelqu'un qui soit la meilleure version d'elle-même aussi. Et c'est pas des hauts critères. Enfin si, ça peut s'apparenter à des critères hauts, mais la personne, elle les mérite, parce qu'elle a fait le travail. Exactement. Donc aujourd'hui, bon, je vais faire le parallèle avec toi, parce que tu es venu quand même vers l'inconnu. T'installer au Maroc, Mhm. tu étais en France, c'est là où tu es né, je Oui, suppose, oui, c'est oui. là où tu as grandi. Ouais. Tu es parti, tu as choisi d'aller en Malaisie, c'est un grand inconnu. Ouais, Et après, de la Malaisie, pendant 1 an et demi, tu es venu t'installer au Maroc. c'est ça. Qu'est-ce qui fait ce choix de l'inconnu? Déjà, le fait que j'ai pas de responsabilité, tu vois, j'ai pas d'enfant à charge, donc j'ai toujours été un électron libre en fait. J'ai toujours aimé voyager, donc je me dis tant que je peux, je me permets. Et justement, moi, les situations que je connais, ça m'anime pas. Le confort, ça m'anime pas. Moi, ce qui m'anime justement, c'est de découvrir, c'est l'inconfort, c'est le nouveau, la peur liée au nouveau, comment je vais m'en sortir, qu'est-ce que je vais faire, etc. Une situation tout bête, tu vois, mais par exemple, le rêve de la majorité des femmes, on va dire, c'est une grande maison, un mari, des enfants. Moi, ça m'attire pas du tout. Ça m'attire pas du tout. Ni te marier, ni avoir des enfants. Me marier, à la limite, oui, mais j'en ai déjà parlé, c'est compliqué parce que je veux pas d'enfants et un homme tôt ou tard va vouloir des enfants. D'accord. Ça, voilà. Mais la maison, les enfants, etc., ça m'anime pas. Et je dis pas que c'est pas bien, hein. Il y a des femmes très heureuses là-dedans et tout comme elles sont heureuses là-dedans, moi je suis heureuse dans mon train de vie à moi. Mais les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. C'est pour ça que je te dis, chacun est différent, chacun est animé par des choses différentes, chacun ressent des émotions différentes. On n'est pas tous pareils. Et encore heureux qu'on n'est pas tous pareils. Donc tu peux tout à fait te marier avec quelqu'un qui a déjà eu des enfants et qui est divorcé. Ouais. Voilà. S'il s'occupe de ses enfants. Même si Oui, je veux pas d'enfants, même si je veux pas d'enfants, je, je juge le bon comportement de quelqu'un à la manière dont il s'occupe de ses enfants. Homme comme femme, hein, les deux. bien sûr, complètement. Mais écoute, chacun a ses choix et chacun est libre Exactement. de ressentir et d'attendre de sa vie ce qu'il a envie. Exactement. Et aujourd'hui, donc, tu t'es lancé dans cette nouvelle inconnue qui est le Grand Casablanca, quand même. C'est vrai. Ouais, franchement, c'est une très belle ville. C'est une très belle ville. Et Moi, j'adore. ouais, j'aurais vraiment pas pensé m'installer ici, hein. C'est vrai. Ah, vraiment, je suis venue en vacances. Je suis venue en vacances au Maroc. Et le jour où je suis arrivée à Casablanca, je me rappelle, il pleuvait des cordes. Et j'ai dit non, mais je veux quand même voir la ville, même quand il pleut pas. Et je suis restée un mois. Et j'ai dit non, je vais vivre ici. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans le Grand Casablanca? Parce que souvent, les gens sont attirés par Marrakech, mais jamais par Casablanca. Alors que moi, je trouve, c'est ma ville, et je la trouve belle, elle a une âme, elle dégage plein de Oui. choses. Elle dégage une aura, cette ville. Je suis Oui. allée à Marrakech, j'aime bien, hein, c'est pas le souci, mais j'ai pas eu ce sentiment de me sentir chez moi. Ici, je l'ai eu. Et vraiment,
Casa, ça, comme tu as dit, ça a une âme, ça a une aura. Je sais pas si c'est le climat, la mer ou tout simplement la population d'ici, mais c'est une ville animée et j'aime beaucoup son animation. C'est vraiment une ville vivante et qui dégage quelque chose. Et même les Marocains le disent que Casablanca dégage, dégage quelque chose. Ouais. Oui, Casablanca est unique et puis les gens sont très gentils, Oui, bien sûr. ils sont là, ils t'aident. Mm. Enfin, le Marocain en général, il est comme ça, Ouais, ouais, les accueillant. Marocains, ils sont très accueillants. Et Casablanca, ben, c'est unique. Mais c'est vrai que moi, j'étais étonnée parce que tout le monde est attiré par Marrakech et toi, tu as fait Casablanca. Et bien, je peux te dire que tu as fait le très bon choix. Et bienvenue à Casablanca. Merci, Tu vas Leïla, c'est gentil. découvrir ben, toutes les choses intéressantes de Casa. Il y en a de plus en plus. Je Mhm, ne te cache pas que en 2 3 ans, Casablanca se transforme à une vitesse incroyable mhm. et ne va pas cesser de se transformer. Et puis ça va peut-être ouvrir aussi pour d'autres personnes comme toi qui vont venir peut-être de l'étranger et vouloir Mhm. vivre les émotions de Casablanca. Exactement. Voilà. Est-ce que certaines personnes confondent la paix avec l'ennui et l'angoisse et avec la passion? Parce que souvent, voilà, tout se confond chez certaines personnes. Oui, mais encore une fois, il n'y a rien de mal à la paix et il n'y a rien de mal au quotidien. Si c'est un bon quotidien, pourquoi tu t'en plains? C'est un beau quotidien. Et c'est quoi un bon quotidien? C'est un quotidien où tu es épanoui. En fait, les gens cherchent toujours l'intensité dans tout. Mais tout ne peut pas être intense. À un moment donné, tu vas t'épuiser physiquement parlant, à tout ressentir fois mille. Il faut laisser ton corps respirer un petit peu aussi. Et justement, les petits moments intenses, ils vont être multipliés. Alors que si tu ressens constamment de l'intensité, à un moment donné, ça va te faner. À un moment donné, c'est l'intensité que tu vas trouver ennuyeuse finalement. C'est vrai. Quand on a grandi dans le manque, la paix peut sembler vide et l'instabilité peut sembler familière. Hum, C'est ce que tu as dit dès le début. hum. Donc, ces gens-là vont plus chercher l'instabilité parce que c'est connu, c'est pas l'inconnu. Exactement. Ils vont chercher ce qu'ils connaissent en fait. Et tant qu'ils ne se soignent pas, eh ben, ils vont continuer à chercher et se sentir bien que dans ça. Mais à un moment donné, on atteint tous un stade de notre vie où on veut se soigner. Le travail sur nous-mêmes, il va venir tôt ou tard. Tôt ou tard. Quand on aura vraiment ras-le-bol, tu vas dire ça y est, je vais me reprendre en main. Ça peut être pour tout, hein, émotionnellement, même quelqu'un physiquement. Hein. Quelqu'un qui n'aime pas son physique, à un moment donné, la vision de lui devant le miroir, elle va être plus grande que sa peur de l'effort physique. C'est pareil. Complètement. Comment on reconnaît une relation qui nous nourrit, une relation qui ne nous abîme pas? Déjà, ça se voit sur le visage. D'accord. Avant. Qu'est-ce que tu vois? Les gens heureux, ils ont une certaine lumière sur leur visage, ils ont une certaine aura. Tu sens que la personne, elle est épanouie. Tu le sens même dans son aura, en fait. Vraiment, moi, je suis très énergétique. Je ressens beaucoup les énergies des gens. Quelqu'un qui est épanoui, déjà, c'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un qui cherche pas à rabaisser les autres. Justement, il est épanoui dans sa vie. Il ou elle est épanoui dans sa vie. Donc, il va vouloir cet épanouissement pour les autres. Et c'est comme ça que tu reconnais quelqu'un de... Tu vois, les gens méchants, ils sont pas heureux dans leur vie. Et justement, ils essaient de transvaser ce malheur en essayant de causer du tort aux gens. Mais ça va pas t'aider, tu vas pas guérir parce que t'es méchant. Au contraire. Et plus t'es gentil, et plus tu seras épanoui dans ta vie, je trouve. Et comment on reconnaît une personne qui est abîmée? Elle est empathique. Elle fera pas aux autres ce qu'elle a vécu. Pour moi, les gens empathes, c'est les gens les plus abîmés. Parce que justement, ils ont connu la souffrance, parfois même avec un S majuscule, et du coup, ils veulent passer leur vie à éviter cette souffrance aux autres. Ah oui. Mm. Et ils font beaucoup d'efforts alors pour ça. C'est très difficile. C'est difficile, mais d'un côté, c'est leur saine nature. C'est de leur saine nature parce qu'ils veulent pas que les autres vivent ce qu'ils ont vécu. Et justement, ils connaissent l'intensité de cette souffrance, souffrance quelconque. Hein. Souffrance quelconque, donc ils veulent absolument pas heurter qui que ce soit.
Même dans des choses minimes. Hein. D'accord. Est-ce qu'une relation saine doit forcément être moins intense? Non. L'intensité, ça peut être ça. Je suis Leila Al-Amrani, psychologue et la fondatrice de l'application Qais wa Leila. Aujourd'hui, ce n'est pas difficile de rencontrer quelqu'un. Mais ce qui est difficile, c'est de rencontrer quelqu'un de sérieux. C'est exactement pour ça que j'ai créé l'application. Ici, les gens ne sont pas là par hasard. Ils savent ce qu'ils cherchent et ce qu'ils veulent. Et si toi aussi, tu en as assez de perdre du temps et que tu veux rencontrer quelqu'un de sérieux avec les mêmes intentions, eh bien, abonne-toi dans l'application Qais wa Leila. Peut-être que ça changera ta manière de rencontrer. Alors, si tu devais parler à une personne qui est en train de se perdre dans une relation, qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Déjà, si tu sens que tu es en train de te perdre, c'est que c'est pas la bonne personne. La bonne personne, justement, elle va... C'est pas son rôle de t'aider. C'est pas son rôle. Mais, naturellement, elle va t'aider. Mais il faut garder en tête que c'est pas son rôle. Il faut pas attendre de quelqu'un qu'une personne te soigne. C'est à toi de te soigner, c'est à toi de faire ton introspection. Mais si tu sens que cette relation, elle te fait plus de mal que de bien, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est peut-être pas la bonne personne. C'est peut-être que tu as des traumatismes non réglés. Comme tu as dit tout à l'heure, si t'es pas bien parce que la personne te répond pas, que tu en es là à pleurer, à faire des crises d'hystérie, etc., c'est pas de la faute de la personne. Là, il faut que tu fasses le travail sur soi. Donc vraiment, moi j'incite vraiment les gens à travailler sur eux-mêmes, à pas toujours blâmer l'autre, même si dans les relations, les hommes ont leur tort, les femmes ont leur tort, sauf qu'à un moment donné, on les connaît, les torts respectifs. Tu sais comment l'homme fonctionne, à un moment donné, tu sais ses patterns, tu sais ses défauts. Donc c'est soit, entre guillemets, entre grands guillemets, tu acceptes, soit tu coupes. Le temps que tu n'acceptes pas, tu fais le travail sur toi, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas, tu connais tes limites. Pourquoi tu t'aventures avec quelqu'un dont tu sais pertinemment qu'il ne va pas respecter tes limites? Et il n'a pas à les respecter, c'est à toi de les imposer encore une fois. Les gens, ils nous doivent rien. Complètement. Et c'est très difficile d'aller faire ce travail sur soi parce que même quand la personne veut le faire, le démarre, le travail est tellement difficile. Il faut déjà accepter de passer de l'autre côté. Parce que c'est aussi une souffrance. Tu restes là-bas, tu souffres, mais passer de l'autre côté, tu souffres. Bien sûr. Mais il faut le faire parce que quand tu le fais, tu t'installes dans une paisibilité qui va venir progressivement. Des fois, accepter qu'on est malade, c'est encore plus douloureux que la maladie en elle-même. Comment tu expliques ça? Par une situation concrète, c'est plus facile peut-être. Exemple, un enfant qui a des traumatismes dus à ses parents. Inconsciemment, le cerveau, tu sais, quand on a des traumatismes, le cerveau efface pour notre bien, pour notre sécurité. Sauf qu'à un moment donné, quand ces traumatismes vont revenir, que tu vas voir qu'ils ont un impact dans ta vie au quotidien, tu vas vouloir les guérir. Tu vas vouloir les guérir, et quand tu vas te rendre compte d'où ils viennent, de leur provenance, peut-être que ça va te faire encore plus mal que le traumatisme en lui-même. Exemple, si un enfant a été maltraité par ses parents, psychologiquement, physiquement, peu importe, la maltraitance c'est aussi émotionnel, d'accord? Le fait d'accepter que cette maltraitance vient de quelqu'un, d'un parent, donc d'une personne qui était censée l'aimer, la chérir et la protéger, parfois c'est encore plus douloureux que la souffrance, le traumatisme en lui-même. Oui, parce que le parent est censé représenter la sécurité. Et si ça a un parent insécure, eh bien, de manière inconsciente, tu vas chercher l'insécurité pour être chez l'autre. Exactement. Tu vas chercher des personnes insécures. Exactement. Mais j'ai l'impression que la majorité des traumatismes des gens viennent de leurs parents. De manière directe ou indirecte, encore une fois. Viennent d'une enfance vécue d'une manière d'une enfance, soit d'une enfance, soit d'une relation avec un parent ou les deux. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui ressort beaucoup, que les traumatismes viennent souvent des parents. Alors attention, je ne dis pas que les parents ont causé ça volontairement, d'accord? Chaque époque avait ses problèmes.
Par exemple, la génération de nos grands-parents, leur seul problème, c'était de nourrir leurs enfants. Voilà, ils n'avaient pas le temps d'apprendre le Montessori, voilà, tout ça, ils n'avaient pas le temps. C'était une époque difficile, il fallait nourrir les enfants, point, ça s'arrête là. Mais maintenant que ça s'est un petit peu calmé et que les gens font le travail sur eux-mêmes et qu'il y a des outils de développement personnel, de Montessori, tout ça, et je trouve que c'est aussi pour ça que la majorité des gens maintenant, peut-être pas la majorité, mais il y a beaucoup plus de gens qui ne veulent pas le faire d'enfants, dont je fais partie, parce qu'ils veulent pas reproduire ces schémas à chaque fois. En fait, ils veulent pas imposer à leurs enfants ce que eux-mêmes ont vécu. Mais ça veut pas dire que ce que leurs parents leur ont affligé, c'était volontaire de la part des parents. Des fois c'était pas volontaire. Des fois ça l'était, et des fois ça l'était pas. Donc, faut pas blâmer à 100% les parents, mais il faut se rendre compte quand tu fais un enfant, voilà, moi j'ai vécu ça, je veux pas que mon enfant revive ça. Et C'est à ça. l'inverse, je n'ai pas vécu ça, je veux que mon enfant vive ça. C'est-à-dire reconnaître déjà, savoir sa problématique pour ne Mm. pas être dans la répétition. Mm. Et comme tu as dit, un parent insécure, c'est pas quelqu'un qui le fait automatiquement de Bien manière sûr, consciente. bien sûr. Un parent insécure peut juste le faire de manière inconsciente Mm. si un enfant est plus fragile que l'autre. À un moment donné de la vie de cet enfant, Mm. tu peux avoir 3 enfants et chacun va vivre la situation de manière différente, hein. Bien sûr. Un va la vivre comme un abandon, une insécurité lorsque sa maman va partir au travail, l'autre va très bien la vivre. Et puis voilà, une insécurité banale qui peut arriver juste parce qu'une maman démarre un travail, les 2 autres vont être bien, un va vivre comme un abandon. Donc l'abandon, c'est une insécurité qui peut se répéter, plein de choses de manière inconsciente. Il y a les choses conscientes, et je peux vous dire que le conscient, en pourcentage, il est beaucoup plus faible que l'inconscient. Ouais. Beaucoup plus faible. Donc c'est pour ça que, bon, aujourd'hui, il y a des parents qui travaillent sur eux, il y a des parents qui vont essayer de trouves comprendre certaines choses. Tu trouves qu'il y a des parents qui travaillent sur Il y a eux? des parents qui travaillent sur eux. C'est pas automatique, mais il y a des gens qui essaient de comprendre c'est quoi l'insécurité, etc. Mais le problème, c'est que nous retombons dans un excès de l'autre côté, où c'est un parent qui est tout le temps là, qui répond à tout et qui ne gère pas la frustration de son enfant. Et donc, nous retombons dans l'enfant roi. Dans certains cas, je dis, il y a pas, on ne généralise pas, bien entendu. L'enfant roi, l'enfant qui va avoir tout et qui va rencontrer d'autres problématiques. C'est une autre problématique. Ce sont des enfants qui ne gèrent pas la frustration, qui sont dans l'impulsivité, qui. Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais bon, voilà, on en a parlé un peu. Est-ce que Ophélie pourrait nous dire, nous parler un peu d'elle? Pourquoi elle s'appelle Ophélie? Parce que papa, maman m'ont appelé Ophélie, ils m'ont pas demandé mon avis. Ils m'ont pas C'est-à-dire, demandé mon pourquoi avis. tu t'appelles pas Non, Myriam parce ou que bien- mes parents sont algériens, les D'accord, deux, et quand ils sont venus en France, ils voulaient pas que j'ai de problème vis-à-vis de mon prénom. Ils voulaient pas que j'ai de racisme ou quoi. d'accord. Après, l'avantage de s'appeler, enfin l'avantage non, mais m'appelant Ophélie et ayant une tête de maghrébine, j'ai vécu, on va dire, le racisme des deux côtés. Je me suis déjà fait traiter de sale arabe et de sale blanche, les deux. D'accord. Donc mes parents, ils voulaient pas que j'ai, ils voulaient que j'ai cette facilité, par exemple, pour l'emploi, avec un prénom français. Et ça a marché? Oui et non. Oui et non, mais ça, je leur en veux pas. J'aime bien mon prénom. J'aime bien mon prénom. Je vais pas changer de prénom, mais En tout cas, il te va très bien. Tu le portes très très bien. ah merci. Mais non non, ça je leur en veux pas du tout. Il y a pas de problème. Ils ont fait comme ils ont pu. Leur attention, elle était bonne. Et, euh, et voilà. Après, j'ai pas. Je pense qu'il y a eu. Je suis pas la femme qui a vécu le plus de discrimination dans sa vie. Déjà parce que je suis très blanche de peau. Plus j'ai un prénom français. Enfin, je suis française. Je suis née en France. Je suis née en France, mais non, là-dessus, mon prénom, je l'aime bien, mon prénom. J'aurais pu changer de prénom, mais non, non. D'accord. Et d'où vient ce fort caractère d'Ophélie? Franchement, je sais pas, j'ai toujours été comme ça. Depuis petite. J'ai toujours été la voix des sans-voix, comme on dit. Depuis petite. Je supporte pas l'injustice. Je supporte pas le manque de respect. Je supporte pas la, la souffrance. Je supporte pas voir des gens en peine. D'accord. Ou des animaux, ou peu importe, hein. D'accord. Donc tu es là, tu cherches la paix.
Je cherche la paix, je veux banaliser la paix, je veux que les gens aiment la paix. Et en fait, j'incite surtout au respect Au des droits respect. de chacun. Voilà, je veux que chacun respecte l'autre et se respecte soi-même surtout. Mais il faut garder en tête que tout le monde n'est pas comme nous. Avant, je partais toujours du principe que tout le monde était gentil et qu'il y avait deux, trois méchants dans le lot. Maintenant, je pars du principe inverse. Que tous les gens sont méchants et qu'il y a deux, trois personnes gentilles dans le lot et que justement, il faut prendre soin de ce peu de personnes gentilles dans le lot. Et quand tu as cette vision d'esprit-là, malheureusement, après, tu es un petit peu pessimiste sur les bords, mais ça t'évite beaucoup de souffrance, d'attentes. Et du coup, tu prends plus soin des bonnes personnes dans ta vie. Parce que tu te dis qu'elles sont rares. C'est une très bonne technique. Oui, j'espère. Non, non, c'est J'espère. vrai, c'est bien, c'est prendre soin des gens Ouais. que tu sais, où tu as reconnu, chez qui tu as reconnu avoir de la bienveillance. Ouais. C'est intelligent Mm. c'est parce que souvent les gens ne font pas ça et perdent justement ces personnes et Mm. après le regrettent. Mm. Et souvent les personnes bienveillantes ont du mal à revenir avec quelqu'un qui n'a pas reconnu leur bienveillance, qui n'a pas reconnu leur, leur point positif. Je dis toujours, si tu as trouvé une source de paix dans ce champ de ruines, prends-en soin. Ouais. Vraiment, je pars du principe que là, le monde, c'est un champ de ruines. Il y a quand même des fleurs. Donc prends-en soin. En tout cas, merci Ophélie. J'ai eu le plaisir de te recevoir au moment où tu viens de t'installer à Casablanca. Voilà, Ophélie est là, elle est influenceuse, elle fait de l'excellent travail. Et voilà, elle aura besoin d'être introduite par les uns et les autres. Je compte sur vous pour être bienveillant avec elle. Merci Merci beaucoup. Ophélie. Merci à toi pour l'invitation.